BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. François Fillatre, directeur éditorial de Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Antoine. Alors, votre coup de gueule de la semaine. Eh bien, on va s'y mettre. Écoutez Antoine, vous avez bien fait de quitter aujourd'hui la tour d'Euronext pour venir ici même en studio, car votre quotidien est souvent fait de chiffres. Cours offert, cours demandé, dernier cours, quantité, volume d'échange, parité de change, résultats financiers et tutti quanti. Eh bien, voyez-vous, aujourd'hui, Antoine, je voudrais m'insurger contre la dictature des chiffres. Bon, alors, des chiffres en général, ou est-ce qu'il y a un chiffre en particulier qui suscite votre courroux ? Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, par le général. L'occasion de décortiquer notre société de l'information, ou plutôt de la communication. Avant, voyez-vous, pour asséner une vérité, il fallait montrer une image. Dès lors qu'il y avait une image, c'était vrai. Sauf que l'on a compris que finalement, bidouiller une image n'était pas un exercice trop compliqué. Maintenant, si vous voulez dire un truc, Antoine, sortez un chiffre, et c'est pour cette raison-là, notamment, qu'on voit se multiplier les baromètres et autres indicateurs. Également l'activité de fact-checking, de data journalisme, etc. Alors, quel placement vous visez en particulier ? Alors, en la matière, le placement le plus en pointe, c'est assurément le secteur immobilier. Quel courtier n'a pas boutiqué son indicateur sur la tendance des taux d'intérêt ? Quel réseau d'agences ne vous a pas sorti son indicateur de prix ? Alors, évidemment, à chaque fois qu'on en parle, ça fait de la publicité. Mais est-ce que ça vous donne une vérité ? Je ne sais pas. Alors tiens, on va prendre un exemple. Antoine, ils ont fait quoi, les prix de l'immobilier l'an dernier ? Bah, c'est un peu comme la bourse, hein. Finalement, sur le long terme, l'immobilier, ça monte toujours. Hein. Je saurais pas dire. Je dirais qu'ils ont monté un petit peu. Alors vous préférez la bourse, je sais, mais et là-dessus, on est parfaitement en ligne avec Marché Gagnant. Si on regarde les prix, vous dites qu'ils ont monté, eh bien oui, ok, mais de combien ? Alors selon Guy Hockey, ils ont progressé de 2,6% en 2017 sur la France entière. Mais selon l'Observatoire des prix de l'immobilier qui a été créé par Se Loger, eh bien la hausse est de 4,4%. Alors 2,6, 4,4. Alors peut-être que Orpi va départager les deux. Allez, je regarde. Eh bien, ce réseau évalue la hausse des prix à 3,3%. Alors qui pourrais-je trouver d'autre ? Allez, Century 21, combien il nous donne ? 1,2%. Les petits joueurs. Le Crédit Foncier, lui, ils sont prudents. Va nous sortir ses chiffres à la fin du mois. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Quand je vois ça, j'aurais presque envie de leur acheter des fléchettes. Certes. Mais là, vous jouez quand même sur du velours, parce que la vérité, les prix en immobilier, ça n'existe pas vraiment. Un bien ne ressemble pas à un autre. Même si vous aviez une moyenne juste, elle correspondrait à pas grand-chose de cohérent. C'est pas comme une assurance vie, c'est pas quantifiable, c'est un peu plus subjectif, non ? Alors, chiche, Antoine, je vous prends au mot. Cette semaine, je lis les Échos et je tombe un papier intitulé « Pourquoi les rendements de l'assurance vie vont encore baisser ?» Alors, dans le corps du texte, pour faire bien, et toujours pour donner une vérité, je lis « Ces premiers taux donnent une indication de l'ampleur à venir de la baisse. En 2017, le rendement moyen du marché, servi au titre de l'année 2016, était déjà tombé sous la barre symbolique des 2%, pour tomber à 1,8% selon les données de la Fédération française de l'assurance. Alors, Antoine, vous connaissez ma copine Choupinette. À cet instant, que pense ma copine Choupinette ? Elle se dit qu'en moyenne, les contrats d'assurance, ça a rapporté 1,8% en 2016. Parfait. Et donc, si elle a une certaine expertise journalistique, elle pourrait même se dire que notre confrère a parfaitement fait son boulot parce qu'il a sourcé son information. Selon la Fédération française de l'assurance, les contrats d'assurance vie ont rapporté en moyenne 1,8% en 2016. Là, on parle des chiffres, non pas de ceux qu'on est en train d'annoncer actuellement, mais ceux de l'an dernier. Et on a donc un chiffre, donc on a une vérité, et en plus, on a une source sérieuse. Les professionnels de l'assurance, franchement, c'est pareil, ils sont pas réputés pour être des charlots. Donc, à Choupinette, ce chiffre, ça va lui permettre de faire une analyse et éventuellement de prendre une décision. Tiens, on continue. Si son contrat avait la même année rapporté 1,87%, qu'aurait-elle pensé ? Donc a priori, si le rendement est meilleur que la moyenne, si elle avait de l'argent à placer, c'était quand même un bon investissement, non ? Vous la connaissez bien, Choupinette, elle aurait effectivement dit exactement bon sens, ça. Et tout ça, parce que tout ça, c'est du bon sens. Donc Choupinette, elle avait son indicateur, elle pouvait faire une analyse et agir. Les chiffres démontrent donc toute leur efficacité. Seulement, voilà... En gros, vous dites, le chiffre donné par les professionnels de l'assurance est faux ?
Je dis peut-être. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'alors, tous les ans, 2 organismes importants donnaient les taux moyens pour le fonds en euros sur les contrats d'assurance vie. D'un côté, il y avait la profession, et de l'autre côté, il y avait le gendarme de l'assurance vie, autrement dit l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Tous les ans, leurs résultats convergeaient. Eh bien, voyez-vous, désormais, ils divergent. 1,80% d'un côté, 1,93% de l'autre, soit 0,13 points d'écart. Et comme dirait Pierre Desproges, 0,13 points, c'est beaucoup. Donc, désolé pour Choupinette, elle qui croyait que son contrat était dans le haut de la fourchette, il est même pas moyen. Bon, et qu'est-ce qu'il y a comme explication sur ces différences de chiffres? Ben, je vais être super honnête, je n'en ai trouvé pour l'instant aucune. Et cet écart est d'autant plus incompréhensible que les méthodologies de calcul semblent proches. Alors, comme on dit dans la cour de récré pour répondre à votre question, mystère et moule de gomme. C'est assez fou qu'il n'y ait pas de source vraiment fiable là-dessus. Oui, mais voyez-vous, en fait, Antoine, c'est partout pareil. Tiens, allez, on va pas vous dépayser, on va vous parler bourse. Ah, ça y est. Allez, parlons bourse. Comment évolue, Antoine, le nombre d'actionnaires individuels dans notre pays? Bon, alors, de mémoire, ça a augmenté quand même l'année dernière. Alors effectivement, vous avez l'étude annuelle Kantar-TNS qui nous a dit que le nombre d'actionnaires individuels avait progressé de 22%. Quand je dis l'an dernier, c'était en fait en 2016, pour passer de 3 à 3,67 millions. Et dans le même temps, le nombre de PEA aurait progressé lui aussi dans des proportions qui sont très importantes. Et tout ça, ces chiffres, c'est sérieux, parce que c'est pas une étude qui en est à sa première édition, ça fait déjà quelques années qu'elle existe, et elle est relayée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui n'est autre que le gendarme de la bourse. Donc, vous êtes d'accord avec moi, ça a augmenté, non? Ben oui, pardon. Il y a encore une astuce. Pardon d'être chafouin, mais je suis chagriné par une étude de la Banque de France qui nous dit que dans le même temps, le nombre de PEA a fortement baissé. Hausse d'un côté, baisse de l'autre. Alors, qui croire? D'un côté, une méthodologie par sondage, avec certes un nombre de personnes interrogées qui est relativement important. De l'autre, une remontée de données administratives liée à une obligation légale. Qui croire? Personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal à me faire un avis, même si en recoupant, j'aurais plutôt tendance quand même à penser que la hausse de l'actionnariat pointe le bout de son nez, mais qu'elle n'était pas encore là en 2016. Alors, quelle leçon on peut tirer quand on est investisseur particulier sur ce que vous venez de dire? Je vais vous raconter une petite histoire avec un de nos petits camarades de l'enquête, de l'antenne. Quand à l'époque où dans les entreprises il n'y avait pas encore d'open space, quand nous étions jeunes, nous étions voisins d'étage avec le camarade Emmanuel Le Chypre. Lui était à l'expansion et moi j'étais à Mieux vivre votre argent. Et Emmanuel avait mis sur la porte de son bureau une citation qui m'a toujours beaucoup marqué. Elle est, paraît-il, attribuée à Winston Churchill. Oui, tout à fait. Invite donc aux épargnants, gardez-la toujours en mémoire. Je n'ai confiance dans les statistiques que lorsque je les ai falsifiées moi-même. Bon, ok, donc il faut se méfier, mais tout le monde bidonne ou on va finir par plus avoir confiance en qui que ce soit? Alors, je voudrais revenir sur le thème de la falsification, sur un sujet qui, il y a peu, m'a fait m'énerver sur Twitter. À l'origine, un tweet d'Euronext, Paris, qui nous dit... Il y a 30 ans, le CAC 40 était fixé à 1000 points avant son lancement officiel le 15 juin 1988. Il est devenu une référence au service des investisseurs particuliers et professionnels. Joyeux anniversaire. Alors, a priori anodin, ce tweet pourrait être en fait un excellent moyen de faire de l'éducation financière et d'adresser quelques mises en garde. Donc, on commence par le début. L'anniversaire qui n'en est pas un. Ils sont plutôt honnêtes, hein. Ils disent que l'indice était fixé en base 1000 31 décembre 87, mais que le lancement, de toute manière, il a eu lieu après. C'était le 15 juin 88. Alors tout à fait, mais c'est l'occasion donc de faire de la pédagogie et d'expliquer aux épargnants une pratique fréquente sur la place. On appelle ça rétropoler. Autrement dit, recalculer un indice sur une base de données passée à une époque où il n'existait pas. Alors, si ça sert comme argument de vente, c'est quand même pas tout à fait honnête. Pourquoi? Parce qu'on vous fait croire qu'un truc a performé alors qu'elle n'existait pas. Cela dit, mon IR est plutôt venu avec l'image associée au message du tweet de Euronext. Bon, alors, pour ceux qui nous écoutent à la radio, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Bien sûr, le titre Euronext fête les 30 ans du CAC 40, avec d'ailleurs un petit sigle à côté pour montrer que c'est une marque, et dessous, une performance
1264,25% de performance en 30 ans. Et là, je ne vous le cache pas, Antoine, j'ai pris ce chiffre comme une claque dans la gueule. Et voyez-vous, je vais vous dire pourquoi. Je sais, ça fait un peu old school, mais j'étais, quand j'étais plus jeune, assez bon en calcul mental. Et là, je me suis dit, on part de 1000. On est aujourd'hui aux alentours de 4500, de 5500. Donc je prends 5500, j'enlève 4 zéros, je retire 1 et j'arrive peu ou prou à une performance de 440%. Et 440, moi je dis, et comment diable ils sont allés trouver 1200%? Attendez, là j'y suis plus. On peut reprendre le calcul là parce que j'ai rien. Allez, on refait de la pédagogie mathématique de base, Antoine. Quand on gagne de l'argent, comment calcule-t-on le gain? Bon, différence entre ce qu'on a comme actif et ce qu'on investit. Parfait. Donc, investissement 1000, valorisation 5400. La différence, ça fait 4400. Alors, c'est une première info. Cela dit, on ne va pas se voiler. Ça ne permet pas des comparaisons faciles. Imaginez si j'avais mis 2000 et récupéré 10 800, j'aurais gagné 8800. Est-ce que j'aurais été meilleur que si j'avais mis 200 et récupéré 534? Donc, la solution, c'est d'étudier le chiffre en pourcentage. Et comment on fait? On divise le gain réalisé par le montant d'investissement. Parfait, donc je continue mon exemple sur le CAC 40. Sur 30 ans, on a gagné 4400 sur un investissement de 1000. Ça fait donc un gain de 440% en pourcentage. Vous êtes d'accord avec moi? 440%, c'est pas 1264%. À vue d'œil, ça fait 3 fois moins. On est d'accord, mais ce coup-ci, ils ont peut-être mis des dividendes. Alors soit, mais là j'ai un problème. C'est que le CAC dividende réinvesti de mémoire, mais n'a pas été lancé tout à fait en 1988, pardon, il a été rétropolé, mais là je peux me planter, je laisse les équipes d'Euronext me rectifier par un tweet si nécessaire, mais le CAC 40 dividende réinvesti, il s'appelle pas CAC 40, mais CAC 40 GR. Alors Antoine, vous allez me dire, ouais mais Jean-François, comme d'habitude, vous jouez sur les mots, c'est presque pareil. Sauf que c'est pas pareil. Assurance vie et assurance décès, c'est presque pareil. Ça commence par assurance. Mais Antoine, si vous voulez mettre de l'argent de côté pour vos vieux jours et que vous versez sur une assurance décès, le jour J, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Alors bon, on va dire le CAC 40 dividende réinvesti a fait 1265% sur 30 ans. Je vous le vends comme ça va un petit peu mieux? Ça va un peu mieux, mais à peine. Pourquoi? Parce que je considère qu'en fait, ce chiffre ne sert à rien, sauf à se la jouer. Je vais vous impressionner. Parce que, en fait, la question de choupinette en la matière, ce serait plutôt combien ça a fait par an. Et là, on fait comment le calcul? Ça se corse, on quitte l'univers des soustractions et des divisions là. Et oui, on quitte les soustractions et les divisions, vous avez parfaitement raison, et on arrive dans l'univers mathématique des puissances et des racines. Alors pour connaître le taux annuel, il faut en fait prendre la racine énième du taux constaté majoré de 1%. Alors là, je vois que je vous ai perdu. Je vous donne tout de suite le résultat, 9,09%. Bon, pas mal quand même comme performance, 9%. Pas mal, ouais, mais si je pars du CAC 40 affiché tous les jours, tiens, celui qui est affiché en bas de l'écran, eh bien là, je tombe à 5,7%. Et encore, voyez-vous, parce que vraiment, je suis toujours dans la contradiction, ce chiffre-là même, je suis prêt à le contester. Pourquoi? Parce que c'est une bêtise, lorsque l'on analyse la performance d'un placement sur 30 ans, de ne pas prendre en compte l'inflation. 1 euro, ou plutôt son équivalent en francs, puisque je vous rappelle qu'on a changé de devise depuis cette époque-là, une monnaie de 1987 ne vaut pas la même chose qu'un euro d'aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle le phénomène de l'érosion monétaire. Donc 1,6% selon vous. Un petit mot de conclusion, Jean-François? Écoutez, on est passé de la vérité de l'image à la vérité des chiffres. Il faut avoir conscience que l'illusion des chiffres est aussi grande que celle des images. Et voyez-vous, un chiffre, une donnée, on ne peut l'exploiter à mon avis qu'à une seule condition, bien comprendre comment il est bâti et ce qu'il recouvre. On ne doit pas croire des chiffres que l'on ne comprend pas d'un point de vue méthodologique. Bref, c'est exactement la même chose que pour un placement. On ne doit jamais souscrire un placement qu'on ne comprend pas. Tiens, ça nous ramène au Bitcoin et à toutes ces considérations sur les crypto-monnaies. Marrant. Jean-François Fillat, directeur éditorial de marchégagnant.com. Merci d'avoir été avec nous, Jean-François.